Bien. Donc nous reprenons après cette 2 ou 3 minutes d'interruption. Nous reprenons avec la partie séminaire. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir donc à cette table Jean-Marc Chatelain. Jean-Marc Chatelain qui est l'un des meilleurs grands spécialistes de l'histoire du livre sous l'Ancien Régime, au XVIe, XVIIe siècle en particulier. Donc vous voyez, nous entrons, comme nous l'avions fait déjà la semaine dernière, nous entrons totalement dans cette question des bibliothèques et des livres. Jean-Marc Chatelain est conservateur général des bibliothèques. Il est surtout directeur à la Bibliothèque nationale de France de la réserve des livres rares et précieux. Je ne sais pas si on dit précieux encore, non plus maintenant. Rare suffit, mais ils sont forcément précieux puisque rares. Et il est l'auteur de plusieurs livres, plusieurs études très savantes, mais je voudrais en citer deux qui nous intéressent. L'une sur les livres d'emblèmes et de devises. C'était une anthologie qui était sortie chez Klincksieck, donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, une anthologie parue chez Klincksieck en 93. Et puis surtout, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire venir Jean-Marc Chatelain dans ce séminaire, il y avait un très beau livre, très grand livre, je crois, intitulé La bibliothèque de l'honnête homme, livre, lecture et collection en France à l'âge classique, paru en 2003 dans les collections, dans les éditions de la Bibliothèque nationale de France, et qui avait obtenu du reste le prix XVIIe siècle. Un livre très important, et j'ai trouvé que, puisque nous nous intéressons à cette question des bibliothèques mentales ou des bibliothèques réelles, qui sont en lien les unes avec les autres, il paraissait intéressant de voir ce qu'il en était au XVIIe siècle chez cet honnête homme. D'où donc le titre, je ne sais pas s'il a changé, que Jean-Marc Chatelain a donné à sa conférence d'aujourd'hui, une anti-bibliothèque, les livres de l'honnête homme au XVIIe siècle. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité à parler à ce séminaire. J'en suis très honoré et j'espère donc que ma communication, enfin je saurai me montrer à la hauteur de cette invitation qui m'est faite à parler dans ce lieu très prestigieux. Le titre de ma communication n'a pas changé, effectivement, c'est celui que William Marx vient d'annoncer, une anti-bibliothèque, les livres de l'honnête homme au XVIIe siècle. Et donc, dans la continuité, en reprenant d'un peu plus, enfin avec pas mal d'années de distance et d'un peu plus haut, la teneur de ce livre que j'avais consacré à ce sujet il y a un certain nombre d'années déjà, le propos de mon intervention aujourd'hui consistera à tenter d'identifier les différentes formes et les différentes manifestations d'un certain rapport au livre qui s'est imposé et qui est devenu dominant, je crois, dans la société française de l'âge classique, c'est-à-dire, grosso modo, des années 1630 aux années 1730. Il s'agit en l'occurrence d'un rapport au livre qui, paradoxalement, s'énonce à l'origine dans un acte de refus, d'où donc ce titre d'anti-bibliothèque sous lequel j'ai choisi de placer ma communication, avec cette ambition de voir en quoi ce rapport dont je parlerai ici, historiquement et socialement déterminé, engage un nouvel ordre des livres, pour parler comme Roger Chartier, qui, en reprenant d'ailleurs ce terme d'ordre à l'ordre du discours de Michel Foucault, entendait par là, je le cite, les conditions de possibilité et d'intelligibilité des textes. Je voudrais donc, pour ma part, examiner avec vous ce qu'est ce nouvel ordre des livres, que je qualifie, au moins dans un premier temps, d'anti-bibliothèque, ou, pour le dire dans les termes du présent cours et séminaire, en quoi cette anti-bibliothèque construit une nouvelle bibliothèque, en quoi elle promeut un nouveau canon des livres, en envisageant bien celui-ci dans sa double dimension. Le canon, d'une part, comme critère du choix et donc du rassemblement des livres, des meilleurs livres, mais aussi, d'autre part, le canon comme critère des meilleures manières de lire ces livres. Donc, d'un côté, un canon bibliographique et de l'autre, une norme critique, pour le dire rapidement. Alors, je commencerai par m'attarder d'abord
sur cet acte de refus que je viens d'évoquer, à travers lequel s'exprime une volonté de rupture, une volonté de renouvellement. En effet, dans les textes qui parlent du modèle moral de l'honnête homme, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, dans les textes qui mettent à jour, qui adaptent et qui acclimatent au sol français et à sa société aristocratique l'ancien idéal de vie civile qui avait été formulé d'abord dans l'Italie de la Renaissance par le livre du courtisan, le Libro del Cortegiano de Balthazar Castiglione, dans des textes donc comme le traité de l'honnête homme de Nicolas Faret, qui a été publié en 1630, ou plus tard dans les écrits du chevalier de Méret ou de Saint-Évremont, des auteurs que j'aurai l'occasion de citer assez abondamment dans cette communication. Dans tous ces textes, donc, il est constant que soit affichée une très nette dévalorisation de la culture livresque. C'est alors là l'un des aspects que prend la critique du pédantisme, dont on trouve par exemple une trace très sensible dans de nombreuses pièces de Molière. Alors, je pourrais donner de multiples exemples. Je ne citerai que, à titre d'illustration, quelques vers que j'emprunte à l'École des maris, c'est à la scène 2 du premier acte, où l'un des maris expose quel est le modèle d'éducation qui lui a paru le plus approprié et le plus digne de confiance pour sa jeune épouse, qui est une épouse beaucoup plus jeune que lui, je parle d'une époque du temps jadis, évidemment, et donc qui est à la fois sa femme et sa pupille, pourrait-on dire. Et voici ce que dit ce vieux mari de sa jeune épouse. « J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies, les divertissements, les bals, les comédies. Ce sont choses pour moi que je tiens de tout temps, fort propres à former l'esprit des jeunes gens. Et l'école du monde, en l'ère dont il faut vivre, instruit mieux à mon gré que ne fait aucun livre. » Voilà. Donc on voit bien ici un refus, un certain mépris des livres, et ce refus des livres est même si affiché, au-delà de Molière, dans tous ces textes du XVIIe siècle qui se rattachent à la culture de l'honnêteté, qu'il se présente comme une véritable posture. Une posture idéologique, tout d'abord, qui est une manière aristocratique de négligence dans la descendance intellectuelle, justement, de Castiglione. Donc, une négligence qui affecte toutes les conduites du gentilhomme, y compris celles qui regardent le monde et l'activité de l'esprit. L'honnête homme est en effet un homme sans aucune contention de sa personne. On pense à la célèbre définition de La Rochefoucauld dans le livre des Maximes. Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien. Donc un homme qui rejette toute contention, disais-je, et qui, à ce titre, rejette tout particulièrement celle qu'implique toute forme d'étude, et notamment l'étude au sens absolu du mot. Donc une posture idéologique d'un côté, de l'autre, une posture, ou peut-être faudrait-il dire plus exactement une position historique. C'est-à-dire que tout l'effort de désacralisation du livre qui accompagne cette profession d'honnêteté prend le contre-pied de la sacralisation précédemment construite par la tradition humaniste, dont témoigne par exemple le traité des Bibliothéquis, le traité sur les bibliothèques de Juste Lipse, un ouvrage qui est consacré donc à l'histoire des bibliothèques antiques et qui a été publié en 1602. Juste Lipse, donc, grand érudit, grand lettré de la toute fin du XVIe siècle, qui avait soin de souligner, dès le premier chapitre de ce livre, que dans l'Égypte antique, les livres, fussent-ils profanes comme ceux d'Homère, étaient, je le cite, principalement conservés dans les temples et confiés à la garde des prêtres, in templis praecipue et sacerdotum cura. Et de la même manière, Lipse terminait son ouvrage en rappelant au dédicataire de ce livre, qui était le duc de Crouy, que l'entretien des lettres et des livres apporterait à son nom, je le cite, une consécration éternelle, une sorte de consécration pour les siècles des siècles, si je puis employer ici une formule liturgique qui, je crois, traduit bien l'esprit dans lequel tout cela est rédigé. Te hortor libris literisque propagandis, eternitatitum nomen consecrare. Je t'exhorte, en soutenant les lettres et les livres, à consacrer ton nom pour l'éternité. La considération honnête des livres tourne délibérément le dos à une telle sacralisation.
Et c'est par exemple ce qui permet à Molière, dans les vers que j'ai cités, de mettre dans les plateaux d'une même balance les livres d'un côté et de l'autre, du côté qui d'ailleurs va l'emporter, les bals et les comédies. Alors que l'humaniste érudit, à l'exemple de Lipse, où on parlait tout à l'heure de Scaliger, qui est un véritable repoussoir pour les honnêtes gens de cette époque, et l'incarnation même du pédantisme érudit, alors que l'humaniste érudit s'efforce d'enrichir le nombre des livres, d'ajouter des livres aux livres, et on pense à ce que dit Montaigne dans l'essai de l'expérience sur ces interprétations qui s'attachent à interpréter les interprétations, et sur les livres qui s'ajoutent aux livres, nous ne faisons que nous entregloser, dit-il. Donc, dénonçant par là cette surabondance des livres, l'honnête homme, de la même manière, n'a de cesse de dénoncer l'excès des livres, et cela en un double sens, me semble-t-il, un excès au sens d'une inflation, d'un trop grand nombre de livres. L'honnête homme est, à l'opposé, un homme du peu de livres, qui cultive le petit nombre des livres, et un excès aussi, c'est le second sens, au sens d'un empiètement des livres, un empiètement des livres sur la vie. C'est une question à laquelle je vais revenir et sur laquelle je vais m'attarder un peu dans cette communication. En tout cas, je parlais de posture, et cette dimension de posture appelle, je crois, à ne pas s'arrêter en conséquence au seul constat de ce refus des livres, mais à en peser bien la vraie signification. Tout montre qu'il n'est pas à prendre au pied de la lettre, d'où d'ailleurs ce point d'interrogation que j'ai placé à la suite du terme d'antibibliothèque dans mon titre et qui, à mes yeux, compte tout autant que lui. Il entre en effet dans cette dépréciation aristocratique des livres une forme de dénégation. Elle est plutôt une attitude d'ironie dont le modèle constamment revendiqué est, je l'ai cité à l'instant, Montaigne. Montaigne qui est à la fois un homme entouré de livres. Nous avons tous à l'esprit la célèbre description de sa bibliothèque, de sa librairie, comme on le dit dans la langue du XVIe siècle. C'est à la fin de l'essai de Trois commerces, le troisième essai du livre 3 des essais, une bibliothèque qui est ronde, et Montaigne s'attache à montrer comment, effectivement, il est encerclé par les livres qui se disposent tout autour de lui. Donc, un homme entouré de livres physiquement dans l'espace de cette bibliothèque, cette fois-ci très réelle, qu'est la librairie de Montaigne, un homme habité de multiples lectures dans cette bibliothèque mentale dont nous trouvons la trace à chaque ligne des essais par les multiples citations que fait Montaigne d'auteurs anciens, et en même temps, cet homme donc de bibliothèque à tous égards, un homme distant et critique vis-à-vis de la culture livresque, c'est-à-dire distant vis-à-vis de sa propre culture. Et c'est en cela, me semble-t-il, qu'il est tout à fait légitime de parler d'ironie. Alors de cette présence de Montaigne à l'arrière-plan de toute la critique honnête du pédantisme et de la dépréciation de la fréquentation des livres, je donnerai pour seul exemple, parce qu'il me paraît plus éloquent qu'aucun autre, celui du début du jugement sur les sciences où peut s'appliquer un honnête homme, un texte de Saint-Évremont qui a été composé à la fin des années 1650. La relativisation du savoir, celle du moins du savoir théorique qui s'acquiert par une fréquentation assidue des livres, s'exprime dans ce texte par la présentation de la lecture comme un simple pis-aller dans une anthropologie épicurienne où l'humanité de l'homme s'accomplit dans le plaisir pris à la société des hommes, donc dans l'activité sociale, plutôt que dans la contemplation intellectuelle. Je cite Saint-Évremont. Vous me demandez, puisque c'est rédigé sous forme de lettres, donc, vous me demandez mon opinion sur les sciences où peut s'appliquer un honnête homme. Je vous le dirai de bonne foi. De bonne foi, nous sommes dans la bibliothèque, là, évidemment, c'est Montaigne. Je vous le dirai de bonne foi, sans prétendre que personne y doive assujettir son jugement. Je n'ai jamais eu de grands attachements à la lecture. Si j'y emploie quelques heures, ce sont les plus inutiles, sans dessein, sans ordre, quand je ne puis avoir la conversation des honnêtes gens et que je me trouve éloigné du commerce des plaisirs.
conversation, commerce, hein, voilà, tout ce qui renvoie à cette activité sociale dont je parlais. Ne vous imaginez donc pas que je vous parle profondément des choses que je n'ai étudiées qu'en passant et sur lesquelles j'ai fait seulement de légères réflexions. On pourrait d'ailleurs, dans la seule œuvre de Saint-Évremont, citer de multiples autres témoignages de cette même idée, quelle que soit l'époque de leur formulation. Une époque qui est assez longue, puisque Saint-Évremont est un homme qui a vécu longuement, qui est mort en 1702 seulement, alors qu'il était né, je crois, vers 1615. Donc, dans cette œuvre abondante, dans cette œuvre nombreuse de Saint-Évremont, disais-je, on peut trouver de multiples autres occurrences de cette même idée. J'en citerai juste une, qui est empruntée à la grande lettre de Saint-Évremont à Monsieur le maréchal de Créqui. Je cite ici le titre, à Monsieur le maréchal de Créqui, qui me demandait il y a 15 ou 16 ans en quelle situation était mon esprit et ce que je pensais sur toute chose. Vaste question. C'est une œuvre de la vieillesse de Saint-Évremont, et voici ce qu'il y écrit. « À la vérité, je cherche plus dans les livres ce qui me plaît que ce qui m'instruit. À mesure que j'ai moins de temps à pratiquer les choses, j'ai moins de curiosité pour les apprendre. J'ai plus de besoin du fond de la vie que de la manière de vivre, et le peu que j'en ai s'entretient mieux par des agréments que par des instructions. » Je crois que cette opposition, cette balance qui est faite ici entre l'agrément et l'instruction est en effet une des oppositions structurantes dans tout le rapport au livre et au savoir qui est induit par cette culture de l'honnêteté. Là aussi, j'en redirai tout à l'heure quelques mots encore. Alors, en tout cas, ce que je veux souligner pour l'instant, c'est que quand Saint-Évremont déclare qu'il, je le cite de nouveau, je le répète, cherche plus dans les livres ce qui lui plaît que ce qui l'instruit, quand il oppose donc l'agrément à l'instruction, il fait manifestement écho à un passage du chapitre de l'art de conférer des essais de Montaigne, où Montaigne dit de lui-même que, je cite l'essai de l'art de conférer, « Tous les jours, il s'amuse à lire en des auteurs sans soin de leur science, y cherchant leur façon, non leur sujet. » De même, en associant l'idée de la lecture comme quête d'un plaisir au fait de l'âge mûr et du vieillissement, Saint-Évremont reprend presque exactement un passage de l'essai des livres, donc dans le deuxième livre des essais. « Mon dessein, je cite Montaigne de nouveau, mon dessein est de passer doucement et non laborieusement ce qui me reste de vie. Il n'est rien pourquoi je me veuille rompre la tête, non pas pour la science, non pas même pour la science, de quelque grand prix qu'elle soit. Je ne cherche au livre qu'à m'y donner du plaisir par un honnête amusement. » Et enfin, quant au début du jugement sur les sciences où peut s'appliquer un honnête homme que j'ai commencé par lire, Saint-Évremont dit de la lecture « Si j'y emploie quelques heures, ce sont les plus inutiles, sans dessein, sans ordre », en s'excusant donc par là de n'avoir à proposer en guise de leçon qu'une sorte de rêverie personnelle, le souvenir de Montaigne parlant de sa librairie est plus que jamais transparent. Il est emprunté cette fois-ci au chapitre 2-3 commerces dont j'ai parlé tout à l'heure, et à l'un des plus fameux passages de ce chapitre. « Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessein, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. » Et donc les songes que voici, c'est bien sûr le livre des essais. Et donc cette dépréciation qui consiste à présenter la lecture comme un pis-aller, quand je ne puis avoir la conversation des honnêtes gens et que je me trouve éloigné du commerce des plaisirs, fait, on le voit je crois, directement écho aux défauts que déclare Montaigne à propos des livres. Je ne les recherche qu'au défaut de ces deux autres commodités plus réelles, vives et naturelles. Alors on voit, je crois, que ce que j'appelle ici le refus ou la dévalorisation des livres est pris dans une très forte tension, et cela à deux titres au moins. D'abord parce que ce détachement à l'égard des livres s'exprime dans une forme de publication qui est celle-là même du livre, du texte écrit et diffusé dans un espace public plus ou moins large. Peu importe d'ailleurs pour nous que cette diffusion ait été imprimée ou qu'elle ait été manuscrite, comme cela a été le cas pour un certain nombre des textes de Saint-Évremont de son propre vivant. En second lieu, et là la tension est peut-être plus forte encore, plus fondamentale encore,
parce que ce même détachement à l'égard des livres s'exprime dans le souvenir d'un livre qui lui-même est livre de livres, un livre nourri d'autres livres. Je veux parler bien sûr ici des essais de Montaigne. Bref, ce refus honnête des livres est parfaitement pris dans une culture, à l'intérieur d'une culture et d'une habitude des livres. Et c'est donc ce qui me conduit à le comprendre non pas comme un appel à brûler les livres, mais bien comme une figure d'ironie. Plutôt un appel à lire autrement que ne le faisait la tradition culturelle jusque-là dominante, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celle de l'humanisme érudit. Ce qui signifie aussi lire d'autres livres que ceux qu'imposait ou privilégiait cette tradition. Et on voit donc par là comment le refus des livres, le refus initial des livres, est propre à susciter un nouveau modèle de bibliothèque. Quant à caractériser ce nouveau modèle, eh bien, je commencerai par le faire de manière très synthétique en disant qu'il s'agit désormais d'un modèle esthétique. Du moins, c'est une proposition que je peux mettre au débat de ce séminaire. En disant cela, la thèse que je voudrais ici défendre est en effet que, puisqu'elle n'est pas une apologie de l'ignorance, la dépréciation honnête et aristocratique des livres dans la descendance de Montaigne est en fait la traduction, en termes polémiques et provocateurs, d'une mutation, j'écris fondamentale, mais en tout cas d'une mutation décisive dans l'histoire occidentale du rapport au livre, celle qui conduit à inventer un rapport esthétique au livre, c'est-à-dire un rapport où celui-ci n'est plus envisagé sous l'angle du savoir, mais sous l'angle du goût. Et cette modification me semble affecter triplement l'histoire du rapport au livre dans cette période dont je parle ici, au cours de ce XVIIe siècle, triplement donc, d'abord dans la façon de choisir des textes, en second lieu dans la façon de conduire l'acte même de la lecture, ce qui n'est d'ailleurs pas sans effet en retour sur le choix des textes. La manière de lire engage la sélection des objets de la lecture, tout autant que ces objets exercent eux-mêmes à un art de lire. Il y a une communication évidente entre le canon bibliographique et la norme critique, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, la modification dont je parle affecte aussi l'histoire du rapport au livre dans la forme générale qui est donnée à l'idée de bibliothèque ou de collection des livres. Donc, vous l'avez compris, j'annonce là le plan que je vais maintenant suivre, des 3 points que je vais successivement développer dans le temps qui m'est imparti, ou que je vais tenter de développer dans le temps qui m'est imparti. Choix des textes, conduite de l'acte de lecture, idée de la bibliothèque. Le choix des textes, pour commencer, donc, eh bien, je dirais que les textes qu'on élit ne le sont pas en fonction de leur capacité à transmettre un savoir, ou ne le sont pas d'abord, évidemment, il faut toujours relativiser les choses, les modaliser, comme en suivant bien l'exemple de Montaigne, ne le sont pas d'abord en fonction de leur capacité à transmettre un savoir, mais en fonction de leur aptitude à favoriser ou à effectuer une communication d'esprit. C'est un véritable lieu commun dans les milieux aristocratiques et le beau monde du XVIIe siècle que de juger toujours des choses de l'esprit, non pas dans les termes d'un savoir qu'on détient, mais dans les termes d'un sens qu'on partage, qui est le lot commun des hommes et qui donc est à la fois l'objet et le principe d'un échange social, qu'on le nomme sens commun ou qu'on l'appelle, comme on commence déjà à le faire au milieu du XVIIe siècle, l'esprit tout court. L'abolition du savoir des livres par la faculté de communication que fonde le sens commun est par exemple ce qui soutient le portrait en forme d'éloge que Mademoiselle de Scudéry trace de l'un des principaux personnages de son roman du Grand Cyrus, Alcyonide. Je vous cite ici ce portrait, ou quelques lignes de ce portrait. « Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une personne dont la conversation ait été plus charmante que la sienne, car enfin, elle agit de sorte qu'elle dit toujours précisément tout ce qu'il faut dire pour divertir ceux qu'elle entretient. Elle parle également bien de toutes choses et demeure pourtant si admirablement dans les justes bornes que la coutume et la bienséance prescrivent aux dames, pour ne paraître point trop savante, que l'on dirait à l'entendre parler des choses les plus relevées, que ce n'est que par le simple sens commun qu'elle en a quelque connaissance. »
S'agissant alors de la bibliothèque, j'essaie de ne pas perdre mon thème, la relativisation du savoir au nom de l'impératif de communication avec autrui se traduit par un assujettissement conscient et revendiqué de l'ordre des livres à l'ordre de la conversation, qui est l'acte suprême de la communication d'esprit. En conséquence, un privilège est nettement accordé à tous les textes qui entretiennent un rapport plus ou moins étroit avec cet art de la conversation. Entrent d'abord dans cette catégorie de textes ceux qui fournissent des sujets de conversation ou, de manière plus large, qui viennent alimenter cette pédagogie du monde qui est celle de la conversation, celle dont parlait Montaigne lorsqu'il évoquait l'école du monde. C'est en fonction de cette visée pédagogique qu'il faut comprendre le privilège qui est accordé à la littérature historique. L'histoire est véritablement le socle du savoir et de la bibliothèque de l'honnête homme, la science où il s'appliquera avant tout autre pour parler à la manière de Saint-Évremont. Mais encore faut-il apporter ici quelques précisions et s'entendre sur ce terme d'histoire, car bien évidemment, hier comme aujourd'hui, plusieurs manières d'écrire l'histoire coexistent dans la France du XVIIe siècle, auquel l'honnête homme dont je parle ne fait pas un égal accueil. À grands traits, je crois qu'on peut distinguer trois principales espèces sous le genre commun de l'histoire. Il y a d'abord le modèle rhétorique de l'histoire éloquente, auquel l'humanisme s'est montré à l'origine très attaché et qui fait de l'historien un autre orateur, un vir benedicendi peritus, selon l'idéal cicéronien. Il y a, plus neuve, de constitution plus récente, l'histoire érudite des antiquaires, qui entreprend une restitution archéologique du passé et qui, par ses méthodes comme par ses visées, se rattache au modèle philologique du savoir pratiqué tout particulièrement par les humanistes et érudits de la seconde moitié du XVIe siècle, les Lips, les Scaligère et autres. L'histoire est là envisagée comme une connaissance épistémique qui vise à établir une vérité factuelle. Enfin, à l'écart de ces modèles rhétoriques et philologiques, il reste place pour une histoire qu'on pourrait qualifier d'histoire exemplaire et dont le modèle accompli et fourni de l'aveu général des honnêtes gens du XVIIe siècle par l'œuvre de Plutarque. Une histoire qui est plutôt, je dirais, une éthique historique où la philosophie morale n'est pas le système théorique des idées, des vertus et des vices, mais l'incarnation de leurs pratiques dans des figures historiques. Donc, une histoire moraliste, une histoire de moralistes, où le champ de la connaissance morale est embrassé par la diversité des caractères. À l'intérieur même de cette histoire moraliste, dont là encore Montaigne nous montre le privilège qui lui est accordé par l'importance qu'il donne et le goût qu'il manifeste pour Plutarque, et à la suite de Montaigne, tous ces honnêtes gens cultivent abondamment la lecture de Plutarque. Mais il y a en même temps, à l'intérieur de cette bibliothèque historique, une sous-bibliothèque qui est celle des mémorialistes, qui, je crois, est un autre exemple, un exemple plus précis encore de cette vertu éthique de l'écriture de l'histoire. L'histoire des mémorialistes est celle où ce qui fait la qualité de l'historien n'est ni la maîtrise experte d'un art de la parole, ni l'étendue d'une connaissance du passé et la maîtrise des méthodes de cette connaissance, mais la proximité que le narrateur entretient avec l'action dont il rapporte le déroulement. L'exemple accompli étant, dans la littérature antique, celui de César, auteur très cher, par exemple, à Saint-Évremont. Le parfait mémorialiste est celui en qui se confondent la position historique de l'acteur et la position historiographique du rédacteur. L'idéal recherché est là celui d'une transparence du récit à la réalité de l'action, ce qui n'exige ni une compétence rhétorique experte, ni une compétence philologique, mais une compétence politique et morale, une capacité à juger justement des événements
et des hommes. Donc l'histoire, tout à l'heure je parlais de l'histoire des antiquaires et des érudits comme une connaissance épistémique visant à établir une vérité factuelle. Ici, l'histoire est une connaissance éthique qui vise à établir une vérité prudentielle. Et c'est ce modèle d'écriture de l'histoire dont le représentant le plus accompli est dans la littérature française, Philippe de Comines. C'est celui que Montaigne, grand lecteur de Comines, dit goûter. Il y a tout un passage sur la lecture de Comines, justement dans l'essai de l'art de conférer. Donc Montaigne dit goûter au plus haut point, également dans le chapitre des livres, et c'est celui enfin que privilégient à leur tour les honnêtes gens du XVIIe siècle, dans la mesure où, à la différence des autres, il est le seul propre à apprendre à se conduire dans le monde, dans la société d'autrui, où s'entremêlent le jeu des tempéraments, le jeu des passions et bien sûr le jeu des circonstances. L'un des textes fondateurs de la théorie de l'honnêteté en France, le Lycée de Pierre Bardin, c'est un texte qui aujourd'hui est largement oublié, mais qui a eu son importance à cette époque, qui a été rédigé dans les années 1630, publié entre 1632 et 1634, Pierre Bardin étant lui-même l'un des premiers membres de l'Académie française. Donc ce texte de Pierre Bardin déclare ainsi, après qu'on ait affirmé la position prééminente que doit occuper l'histoire dans l'étude de l'honnête homme, ceci. Je le cite, « À dire le vrai, pour rendre une histoire digne de foi, il est nécessaire que celui qui l'écrit ait été présent aux actions qu'il récite ou qu'il les ait apprises de ceux qui y ont assisté. Encore ne doit-il pas employer les mémoires de toutes sortes de personnes, mais de ceux-là seulement qui, ayant été partis de l'action, le peuvent instruire des causes, des conseils et du but où l'on aspirait. » Cause, conseil, but, je crois qu'on entend bien dans ces termes combien l'histoire, la littérature historique, est valorisée non pas au titre de l'acquisition d'un savoir, mais au titre de la compréhension d'une prudence. Connaître les faits ne vaut que pour comprendre leur ressort. L'action passée, l'agit, si je puis dire, n'a de raison d'être que comme accès aux règles de l'action. Et l'on pense là encore à Montaigne, toujours à Montaigne, lorsqu'il écrit dans l'essai de Trois commerces « La lecture me sert spécialement à éveiller par divers objets mon discours, à embesogner mon jugement, non ma mémoire. » C'est cette vertu d'éveil, en effet, qui est fondamentale. Voilà, je vois que le temps passe, je vais essayer d'abréger un peu. En tout cas, je m'arrêterai là sur ce qui est des textes qui viennent alimenter à des titres divers la conversation, les sujets de conversation et la capacité aussi de réagir dans la conversation, tous ceux qui viennent alimenter la pédagogie de la conversation. À côté donc de ces textes, figurent aussi dans cette bibliothèque idéale de l'honnête homme les textes qui se coulent eux-mêmes dans les canons esthétiques de l'art de converser, qui sont en quelque sorte des miroirs de la conversation. C'est par exemple ce canon qu'a déjà en vue Bardin dans la forme qu'il donne à son lycée, dont le propos théorique est comme adouci et assoupli par le parti de le présenter sous forme de promenade, même si ce n'est pas encore la version plus galante de la promenade littéraire que diffusera un peu plus tard l'esthétique de la préciosité. Mais on y repère déjà cet échange entre une forme conversante et un propos d'honnête homme. Bardin parle en effet de son livre dans les termes suivants. « Pour l'avoir conçu en me promenant, et avec le même dessin qu'avait Aristote, d'où ce titre de lycée, un lieu de promenade, comme le promenoir de Montaigne, de reconnaître les moyens d'acquérir la vertu et de posséder à juste titre la qualité d'honnête homme, je lui ai donné le nom de lycée et l'ai divisé en promenade selon la diversité des matières. » Donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu étonnant pour nous, puisque ce terme de lycée ne se rapporte pas tant à un contenu aristotélicien de la doctrine qui forme la teneur du livre de Bardin, mais à sa forme, celle de la promenade, parce que Aristote enseignait en se promenant. Il est vrai que quand je serais éloquent, je ne l'aurais pas dû paraître en cette sorte d'ouvrage qui, n'étant ni dialogue ni déclamation, doit être traité avec un style qui ne soit ni bas ni pompeux, c'est le style moyen, et voilà ce modèle du style moyen, mais propres aux conversations sérieuses et où l'on tâche d'instruire l'autre.
Le modèle ainsi constitué, avec cette vertu d'allant, si je puis dire, qui lui est propre, dont je redis une fois de plus qu'il trouve son ascendant direct chez Montaigne, Montaigne qui écrivait « Je dicte en me promenant mes songes que voici », qui parle de l'homme qui va de la plume comme des pieds, l'homme qui écrit à sauce et à gambade, c'est-à-dire avec l'allure vagabonde du promeneur. Donc ce modèle est explicitement repris un peu plus tard par Guy de Balzac dans ses entretiens, dont, dans une lettre de 1639 à son ami Jean Chapelain, il décrivait le projet littéraire dans les termes suivants. « J'ai en tête un ouvrage que je veux appeler Entretiens, qui seront d'un style plus concis et moins oratoire, mais qui ne sera ni moins pressant ni moins agréable. Pour légitimer le titre que je lui veux donner, j'ai l'autorité de 2 auteurs qui ont passé devant moi, à savoir de feu Monsieur l'évêque de Genève, il s'agit donc de saint François de Sales, et de notre cher Monsieur Bardin, que je ne présente pas puisque je l'ai fait déjà, qui ont donné ce nom à quelques-unes de leurs œuvres. Il siera fort bien à mon livre, puisqu'en effet, ce sera l'extrait ou le résultat des conversations que j'aurai eues avec vous ou avec quelques personnes choisies. Donc, on voit là comment le livre procède lui-même, au moins dans un idéal revendiqué, à défaut d'une réalité entière, de la conversation. Le modèle de la bibliothèque de l'honnête homme se découvre donc aussi à travers cette mode littéraire du livre en forme d'entretien et de conversation, à quoi se rattache bien sûr aussi tout le continent de la littérature épistolaire particulièrement prisé au XVIIe siècle, et qui connaît d'abord, dans les années 1630, un versant plus philosophique et moral, à l'âge de la préciosité, un versant, je dirais, plus galant, et puis à la fin du siècle, un versant plus scientifique, qui illustre notamment l'œuvre de Fontenelle. Cette dimension scientifique et donc savante, se trouvant pour ainsi dire rachetée par la forme dialoguée dans laquelle elle se coule. Je voudrais, car je vois qu'effectivement le temps passe très vite, du moins pour moi, passer à mon second point, celui que j'annonçais sur la conduite de la lecture. Au mode de lecture philologique des humanistes, lecture où le sens s'appréhende par une opération de déchiffrement, on substitue un mode esthétique où l'interprétation des textes est conçue à la manière d'une interprétation musicale. C'est une manière, je dirais, de faire jouer le texte par un effort d'imagination plutôt que de mémoire, qui mobilise une sensibilité avant qu'un savoir, et où il s'agit moins de fixer la vérité intrinsèque des choses que d'éprouver au passage la justesse du goût. Et cela reprend d'une certaine manière, à un autre niveau bien sûr, la différence plutôt que l'opposition entre le savoir théorique des choses et la prudence active de leur usage. C'est en quelque sorte, ce goût est finalement une des formes de la prudence. C'est en tout cas ce mode de lecture qu'on voit à l'œuvre dans les textes qui décrivent la manière de bien lire au XVIIe siècle. Dans la logique d'une littérature qui privilégie la forme de la conversation, l'art de lire en vient à privilégier de son côté la forme de l'audition, au moins de manière métaphorique. Lire, en dernière analyse, consiste à se mettre à l'écoute d'un texte comme on peut être à l'écoute d'une personne qui parle. Ce n'est pas, comme dans une optique savante, confronter des lectures entre elles et ne jamais aller que du livre au livre, du texte au texte, la méthode même de ces humanistes érudits dont je parlais tout à l'heure dans l'appréhension critique des textes et celle du parallèle textuel. Donc là, on n'est pas du tout dans cette perspective. Au contraire, ce qu'il s'agit de faire, c'est de laisser surgir un écho et une forme de résonance, dirais-je, entre la vie et la lecture. Et de ce point de vue, on doit au chevalier de Méré une lettre que j'aime à citer, car je la trouve particulièrement intéressante, une lettre à la duchesse de Lesdiguières, où cet art de lire se trouve décrit sous la forme d'un apologue amoureux qui place l'appréhension des textes sous l'unique loi de la rencontre des êtres. Méré rapporte, ou plutôt il feint de rapporter, car en réalité il ne fait pas autre chose qu'écrire une fable, je dirais une allégorie de la lecture. Méré donc feint de rapporter les propos d'un de ses amis, qui lui-même lui a rapporté, donc vous voyez que c'est un emboîtement de conversation d'une certaine manière, qui lui a raconté comment il avait aperçu par hasard, à l'occasion d'un voyage qu'il avait fait en province, une jeune femme, évidemment d'une beauté admirable,
mais qui, non moins évidemment, vivait retiré à la campagne, n'ayant pour seule compagnie que celle de ses jeunes enfants et de son mari, un mari âgé, et qui la confisque aux yeux du monde. Alors cet ami, l'ami du chevalier de Méré, invente de se déguiser en précepteur à la recherche d'un engagement, puisque cette jeune femme a de jeunes enfants, pour pouvoir donc approcher cette jeune épouse dont nous avons tous compris qu'à peine l'a-t-il aperçu qu'il en est tombé amoureux. C'est un coup de foudre, mais un coup de foudre qui, ici, n'est pas évidemment le déchaînement romantique avant la lettre de la passion amoureuse, mais est lui-même un coup de foudre allégorique. Il signifie, je crois, l'intuition de la beauté, l'immédiateté et la sûreté du jugement intuitif. Donc, sous son déguisement de précepteur, l'ami de Méré rencontre d'abord le mari, qui, après l'avoir reçu, l'introduit très candidement auprès de sa femme. Le mari, c'est un gentilhomme campagnard très civil, mais qui n'est pas très subtil, alors qu'au contraire, toute la manière d'être de sa jeune épouse la désigne comme un modèle de l'honnêteté, et donnant alors toute sa signification au motif du déguisement. La rencontre entre les deux personnages, qu'est cet ami du chevalier de Méré et cette jeune épouse, prend la forme d'une reconnaissance entre honnêtes gens que vient achever le partage d'un même sentiment de la lecture. Tandis que pour le mari, qui est un brave homme, je l'ai dit, mais un esprit un peu lourd, lire se résume à peu près à l'opération du déchiffrement alphabétique. Pour le des autres, c'est un art infiniment plus élevé qui est éloigné de tout ce qui le rattache à l'apprentissage scolaire et qui s'apparente au contraire au mystère, à une sorte de mystère d'une traversée des apparences. Et le terme de mystère, ce n'est pas moi qui l'emploie, c'est le texte même du chevalier de Méré que je vous lise ici. « J'entrai dans un cabinet fort propre où je fis la révérence à la plus belle femme qu'on ait jamais vue. Je me baissai avec beaucoup de respect pour lui baiser la robe, mais elle m'en empêcha et me voulut bien saluer aussi civilement que si je n'eusse pas été déguisé. » Donc, d'une certaine manière, elle a déjà vu que ça n'était qu'un déguisement avant même que la conversation s'engage. Elle tenait un livre d'Astrée entre ses mains et sur ses genoux la Jérusalem du Tasse, car elle savait parfaitement la langue italienne et faisait cas de ces deux livres comme une personne de bon goût, de sorte qu'elle aimait à s'en entretenir et même à les ouïr lire d'un ton agréable. Je m'en aperçus bien vite parce qu'en s'informant de ce que je savais, elle me demanda si je savais lire. Et comme son mari trouva cette question fort plaisante de s'enquérir d'un docteur s'il savait lire, et qu'il en riait à ne s'en pouvoir apaiser, « Il y a, dit-elle, plus de mystère à lire qu'on ne pense. » Et cela me fit bien connaître qu'elle s'y plaisait et qu'elle avait le sentiment délicat. Aussi, pour dire le vrai, c'était le principal divertissement qu'elle put avoir dans une si grande solitude. On voit ici comment, par ce mystère dont il est question, l'art de lire inaugure une autre manière d'appréhender le monde qui est éloignée des manières triviales de la pratique. Non pas que la lecture propose un autre monde, mais je dirais qu'elle propose le monde autrement, ce qui fonde sa qualité et ce qui, par conséquent, fondera aussi la qualité de la bibliothèque de l'honnête homme ou de l'honnête femme, c'est sa puissance de détour, pourrait-on dire. Dans les mots, le mari entend les choses, tandis que l'épouse et l'amant entendent le tour des choses. Ce qu'on pourrait résumer encore en disant que l'un, le mari, est un homme du quoi, et les autres, l'épouse et l'amant, sont des gens du je ne sais quoi. Par conséquent, ce dont le lecteur, tel que l'imagine Méré, se détache dans l'activité de la lecture n'est pas, je le disais, le monde en tant que tel, mais le monde vécu prosaïquement. Dans les termes de la fable galante qui nous est relatée, il quitte l'univers des maris pour celui des amants. Il rompt avec un rapport au monde d'ordre immédiat, ménager, utilitaire, comme est utilitaire la lecture de déchiffrement envisagée par l'époux, dont il est clair qu'elle vaut aussi pour tous les modes possibles du déchiffrement, ici scolaire et alphabétique, là savante et philologique. En revanche, la césure qui est propre à cet art de lire étranger au mode explicatif et démonstratif de l'interprétation inaugure un autre rapport aux êtres et aux choses, un autre usage du monde qui est, j'y reviens, de nature esthétique. Elle ouvre à une connaissance presque silencieuse, ou du moins muette, qui éprouve la vérité des choses à la manière dont les deux personnages principaux du conte de Méré s'entendent, c'est-à-dire sans un mot d'explication, sur le mode d'une reconnaissance tacite.
Et en poursuivant la relation prétendue de son ami, Méret en vient à montrer comment cet art subtil de la lecture rencontre exactement, au point de se confondre avec elle, la stratégie amoureuse. La lecture devient quasiment une sublimation de l'adultère. Et cette rencontre de la lecture et de l'amour, il se passe beaucoup de choses dans cette bibliothèque, décidément, c'est-à-dire, là encore, la rencontre des livres et de la vie, s'effectue en repliant tout le texte sur sa seule valeur émotive et en découvrant là tout le registre de ses modulations possibles, par l'effet d'un art de lire qui n'est pas sans faire songer à l'art de l'interprétation musicale des airs de cour. Ces airs de cour dont les maîtres étaient, disait Saint-Évremont, les maîtres secrets de l'intérieur parce que, dit-il encore, ils gagnent le cœur par un charme qu'on pourrait nommer une espèce de séduction. Je crois qu'on est dans finalement un même univers de pensée que celui qu'on découvre à la lecture de la lettre du chevalier de Méret. Je reviens à cette lettre. Voici comment elle se poursuit. C'est l'amant qui parle, c'est le discours intérieur de l'amant que l'on entend maintenant. Que je serais heureux, disais-je, en soupirant d'amour et de joie, si je me pouvais insinuer dans son cœur. Le meilleur moyen qui s'en présente dépend de bien lire. Il faut donc que je tâche de lui plaire en tirant la quintessence de tous les agréments qui la peuvent toucher par la meilleure manière de lire. Elle consiste à bien prononcer les mots et d'un ton conforme au sujet du discours, que ma parole la flatte sans l'endormir, qu'elle l'éveille sans la choquer, que j'use d'inflexion pour ne la pas lasser, que je prononce tendrement et d'une voix mourante les choses tendres, mais d'une façon si tempérée qu'elle n'y sente rien d'affecté. Je fis en peu de jours tant de progrès dans cette étude qu'elle ne se plaisait plus qu'à me faire lire et qu'à s'entretenir avec moi. Son mari en était fort aise, parce que je la désennuyais et qu'elle ne lui parlait plus d'aller dans les villes. Elle ne lui parlait plus d'aller dans les villes. Je crois que ces mots sont très importants. C'est une proposition qui est ici lourde de sens, car elle dit à elle seule combien l'usage des livres est ordonné à la norme pratique de la communication sociale. La lecture est une urbanité de substitution. Et c'est bien en cela que l'art de lire, dont il est ici question, en tout point, on l'a entendu, décrit comme un art d'agréer qui cherche à s'insinuer dans le cœur de l'autre plutôt qu'à s'imposer à sa raison, répond pleinement à une philosophie de l'honnêteté. Or, c'est au XVIIe siècle la musique qui constitue le modèle au regard duquel se comprend cette manière de lire, conçue comme un art apparenté, je l'ai dit, à celui de l'interprétation musicale. Éloigné de toute forme de déclamation, de cet air public et cet éclat de théâtre, je cite toujours le Chevalier de Méret dans un autre de ses textes, que fuit l'honnête homme, sans rien de grimpé, comme disait encore Madame de Lafayette, donc sans rien d'affecté, les inflexions et les nuances de la voix employées par le lecteur sont l'exact pendant des agréments de la musique, les flattements, les coulades, les chutes, les accents, qui, comme l'écrira un peu plus tard Michel de Saint-Lambert dans ses Principes du clavecin, c'est en 1702 qu'est publié le livre de Saint-Lambert, ne doivent altérer le chant ni la mesure de la pièce, mais en augmenter la beauté. Et donc, c'est en se pliant à ce mode esthétique que l'art de lire en rencontre tout son succès. De manière non moins remarquable, c'est aussi en se pliant à ce mode esthétique et en regardant vers cette manière musicale d'interpréter que la lecture et la conversation deviennent deux activités parfaitement superposables, et je dirais même deux activités interchangeables, voire quasi identiques. Telle est en effet la conclusion que Méret donne à son apologue. Je fis en peu de jours, je l'ai lu tout à l'heure, je le relis ici, je fis en peu de jours tant de progrès dans cette étude qu'elle ne se plaisait plus qu'à me faire lire et qu'à s'entretenir avec moi. Lire et s'entretenir ne font plus qu'une seule et même chose dans un même concert de voix et de tempéraments qui viennent ici s'accorder. Ce ne sont plus qu'une seule et même activité galante, nouvelle manifestation, donc, ou nouvelle forme, pourrait-on dire, de l'assujettissement de l'ordre des livres à celui de la conversation. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est un ailleurs, mais en tout cas, cette nouvelle forme d'assujettissement décide aussi d'un choix des livres qui complète celui des livres d'histoire et des livres d'entretien, en l'ouvrant notamment à la littérature de fiction, qu'elle soit fiction en prose ou fiction poétique. Seront ici privilégiées les œuvres qui ouvrent le plus largement le champ à l'expression de la délicatesse, c'est un maître mot de Saint-Évremont, du Chevalier de Méret et de tant d'autres, à la délicatesse du sentiment.
Les modèles en sont, pour le Chevalier de Méré, on l'a entendu dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, la Jérusalem délivrée du Tasse et l'Astrée d'Honoré d'Urfé, dans cette scène très improbable où la jeune femme reçoit son visiteur en lisant l'un de ses livres, l'Astrée, et en gardant l'autre dans son giron. Non seulement on privilégiera de telles œuvres, mais en poursuivant plus loin encore l'effort d'anthologie, de resserrement de la bibliothèque sur un petit nombre de textes, sur le peu de livres, le peu de textes, on y découpera aussi les morceaux les plus propres à émouvoir, en envisageant le livre non pas comme objet savant, mais comme objet touchant, chargé non pas de fournir à la partie intellective de l'âme une connaissance, mais de produire sur sa partie sensitive une impression, tout en veillant à observer un rapport de proportion, un juste rapport, un rapport honnête, c'est ce que disait aussi Méré, mais d'une façon si tempérée. Voilà. Donc un rapport de proportion entre le sentiment de l'âme et l'impression de l'objet. Et si je parle ici d'objet touchant, d'impression de l'objet, c'est que je m'appuie pour ce faire sur ce qu'écrit saint Évremond, de nouveau, dans sa lettre sur les plaisirs adressée au comte d'Olonne, où il esquisse une typologie, pardonnez-moi ce mot qui est bien peu honnête, une typologie des objets qui nous plaisent en fonction des impressions qu'ils font sur nous. Je cite ici saint Évremond, « Il y a des objets touchants qui font leur impression sur le cœur et y remuent ce qu'il a de sensible. Il y en a qui, par un charme secret, difficile à exprimer, je ne sais quoi, tiennent l'âme dans une espèce d'enchantement. Il y en a de piquants dont elle reçoit une atteinte qui lui plaît, une blessure qui lui est chère. Au-delà, ce sont les transports et les défaillances qui arrivent, manque, c'est-à-dire faute, manque de proportion entre le sentiment de l'âme et l'impression de l'objet. Et cette proportion recherchée n'est autre que ce que, enfin, me semble-t-il, que ce que la littérature de l'honnêteté appelle l'agrément, ainsi érigé en critère, mais un critère combien difficile et variable, du choix des livres. Enfin, je termine très brièvement sur l'idée de bibliothèque, pour dire que, à travers cette promotion d'une véritable éthique des livres et d'un modèle de bibliothèque qui s'appuie sur cette éthique des livres, on en vient à répudier le modèle humaniste et universaliste de la bibliothèque encyclopédique pour prôner le modèle subjectif de ce qu'on appelle le cabinet choisi, ou, comme on le dit aussi parfois, de la bibliothèque curieuse, organisée donc par cette notion centrale, mais difficile également, de curiosité. C'est à la fin du XVIIe siècle et dans les toutes premières années du XVIIIe siècle qu'apparaissent les premières pratiques et les premières théories de la curiosité en matière de livres, qui s'y trouvent, et c'est cela qui m'intéresse, ce n'est pas cette curiosité pour le livre rare, mais c'est son articulation au sujet dont je parle ici qui m'intéresse. Donc cette curiosité s'y trouve directement et explicitement référée à l'idée de soumettre la bibliothèque aux besoins de la conversation, aux exigences de l'esprit piquant, ainsi qu'aux besoins de la différence des goûts, qui est essentielle pour la réalisation de cette composition polyphonique que la conversation se doit d'être. L'ouvrage le plus important de ce point de vue est très certainement la bibliothèque curieuse et instructive du Père Ménétrier, un livre lui-même assez curieux, il faut bien le dire, qui a été publié en 1704 et qui propose explicitement, au moins dans l'une de ses parties, d'envisager les livres et la bibliothèque sous d'autres rapports, je cite ici Ménétrier, sous d'autres rapports que ceux dont on avait pris autrefois l'habitude. La fin que l'on se propose en cette bibliothèque instructive et curieuse est toute différente de ces divers dessins de bibliothèques universelles, choisies, nouvelles, manuscrites de nations, de provinces, de diverses professions, de communautés, etc. On considère les livres sous d'autres rapports, et comme on regarde singulièrement de satisfaire la curiosité des personnes qui aiment les lettres sans faire profession d'aucune étude foncière des sciences de profession, donc les honnêtes gens, on considère les livres selon l'usage qu'en peuvent faire les honnêtes gens pour le commerce du monde. Cette divergence de vue, cette altération du rapport au livre se traduit dans la pratique par deux grands changements.
Tout d'abord, un changement dans les manières de désigner la collection des livres, désigner la bibliothèque. Ménétrier établit en effet une distinction très importante entre ce qu'il appelle bibliothèque et ce qu'il nomme, par un mot qui bénéficie déjà d'un long passé dans le vocabulaire de l'architecture civile des maisons aristocratiques, le cabinet ou cabinet des livres. Je cite de nouveau Ménétrier, « Il y a cette différence entre les bibliothèques et les cabinets, que les bibliothèques sont des amas de toutes sortes de livres, de quelque langue, caractère, profession, sujet et matière que ce soit, imprimés ou manuscrits, de plusieurs éditions différentes. Les cabinets, au contraire, sont destinés à certains livres de choix, selon les goûts différents des particuliers qui dressent ces cabinets. » La bibliothèque est donc le résultat d'une accumulation indistincte, ou du moins d'une opération de collecte, pensée uniquement à partir des capacités infinies de l'esprit d'encyclopédisme, tandis que le cabinet est le contraire même d'une encyclopédie et se présente comme l'une des manifestations de son refus. Et c'est en cela que la bibliothèque n'est pas honnête par définition, d'où l'idée d'une anti-bibliothèque, alors que le cabinet, lui, l'est bien. Il est l'expression d'un goût, la projection d'une personnalité dans une collection et une façon d'y affirmer le souci de soi. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la description que Ménétrier en donne ensuite par l'exemple, le cabinet de livres, sans jamais répondre aux besoins d'une profession, n'en est pas moins une collection de livres spécialisés dans un domaine précis. L'expression de soi s'opère en premier lieu par un choix thématique. Ménétrier dit encore, je le cite, qu'il est peu de personnes qui aient quelque goût pour les lettres qui ne doivent se faire des cabinets selon leurs inclinations. Et par cette manière de s'inscrire dans la différence des goûts, dans l'ordre et dans l'horizon des inclinations particulières, le cabinet rejoint effectivement la culture de l'honnêteté. Je dirais que ici, cette bibliothèque d'un type nouveau, plus qu'à l'idée d'un canon, répond à l'idée d'un style, un style qui est mis dans le choix des livres. L'autre changement est peut-être plus décisif encore dans la mesure où il affecte non pas les mots, mais la réalité même des choses. Ce qui, sous la différence des mots, fait le départ entre bibliothèque et cabinet, tient à une différence dans la logique de collection. Il faut avoir, nous dit toujours Ménétrier, il faut avoir des livres rares, singuliers et connus de peu de personnes, pour s'en servir non pas en plagiaire, mais pour entretenir les compagnies de choses nouvelles, curieuses et recherchées. Et c'est donc dans la continuité et la descendance de l'esprit d'honnêteté que commence à se constituer, à l'écart de la considération savante des livres, une culture du livre rare, dont le cabinet de livres choisis est le lieu d'élection. Culture qui non seulement appelle à considérer les livres sous d'autres rapports, mais qui encore, à travers les livres, et plus fondamentalement, décide aussi d'un autre rapport au passé. Un rapport au passé qui, là encore, est non pas un rapport de savoir, mais un rapport de goût. Je vous remercie. Bien, merci, cher Jean-Marc, pour cet exposé tout à fait magnifique qui a uni à la solidité de la science quand même le charme de la conversation. Ce qui, je pense que nous avons tous retrouvé cet idéal de l'honnête homme dans la façon dont tu as parlé et présenté cette question de la bibliothèque au XVIIe siècle comme d'une manière tout à fait pertinente, je crois, pour nous. Nous n'avons pas le temps de discuter, malheureusement, puisque nous devons laisser la place au cours suivant. Mais je voudrais seulement indiquer une chose qui me paraît tout à fait passionnante dans ce que tu as dit à la fin, et ça aurait été dommage, effectivement, de couper cela, c'est cette idée du cabinet comme anti-bibliothèque, qui en quelque sorte, en toi-même, en tant que directeur des réserves des livres rares, devient une sorte aussi peut-être d'héritier de ce cabinet des livres rares. Mais je crois qu'il y a là quelque chose qui nous indique bien comment on peut affecter au terme de bibliothèque ou à la notion même différentes valeurs, différentes fonctions en fonction des époques, des classes sociales, et que là, l'exemple du XVIIe siècle, ou du moins du XVIIe siècle aristocratique, me paraît tout à fait fondamental. J'aurais eu tellement de questions à poser. Je suis extrêmement désolé de ne pas avoir vraiment le temps. J'aurais aimé poser la question de savoir s'il y avait des résistances à ce modèle aristocratique
de la bibliothèque ou du cabinet? Est-ce que, malgré tout, on a l'impression que les érudits se sont conformés, enfin, une bonne partie des écrivains se sont conformés pour avoir un public à ce dénigrement du livre comme objet et pour s'adapter à l'art de la conversation? Mais est-ce qu'il y a eu juste des poches de résistance dans ce XVIIe siècle Alors, je ne pense pas, parce qu'au fond, l'opposition que je présente ici est sans doute un peu trop schématique, Oui. effectivement, et on peut imaginer qu'une même personne peut avoir à la fois sa dimension honnête et sa dimension savante, et au fond, conjoindre les deux choses, bien qu'elles soient d'une certaine manière séparées. Donc, il me semble que la critique s'exerce davantage du côté des honnêtes gens vers le modèle savant de la bibliothèque, parce que c'est une manière aussi d'affirmer la légitimité de ce modèle qui avait besoin de l'être dans la mesure où elle était neuve, plutôt que la critique ne se fait dans l'autre sens. En revanche, il y aura une résistance à partir du moment où le cabinet de livres choisis peut prendre, parce que ça n'est qu'une des possibilités, ça n'est pas le destin de cette bibliothèque de l'honnête homme, le destin nécessaire de cette bibliothèque de l'honnête homme, mais à partir du moment où le cabinet choisi peut prendre la figure d'un cabinet de livres rares, là, il y aura effectivement des réactions beaucoup plus vives, tout simplement parce que cette rareté devenant cultivée pour elle-même, devient aussi un principe d'enchérissement des livres sur le marché. Et il semble à toute une élite savante de l'époque que tout cela est ridicule de payer aussi cher des livres qui, justement, ne sont le véhicule d'aucun savoir. C'est de ce point de vue qu'il y aura une résistance. Moi, ce que je pourrais juste peut-être ajouter pour tempérer ce que j'ai pu dire ou laisser entendre par cet exposé, je comptais le dire en conclusion, mais le temps étant déjà passé, je ne le peux pas. C'est simplement, pour aller très très vite, que ce que je décris là aussi est d'une certaine manière un idéal de la bibliothèque où effectivement chaque bibliothèque serait propre à chacun et au fond le canon bibliographique disparaîtrait dans l'idée que la bibliothèque de l'honnête homme n'a de règles qu'elle-même, voilà, et qu'elle ne répond à aucune norme transcendante. Dans la réalité historique des choses, je crois qu'il faut bien voir que très vite, finalement, ce modèle idéal de la bibliothèque s'est conformé à un modèle beaucoup plus réaliste, et cela par le jeu d'un conformisme social, parce que du coup, la bibliothèque, cette bibliothèque d'honnête homme devenait aussi un signe d'appartenance aristocratique. Je crois aussi, que cette conférence, cette communication que tu as faite ici au séminaire me paraît tout à fait intéressante parce qu'elle permet de remettre tellement en situation, en perspective historique, des mots que nous avons, pour beaucoup, je trouve, lus, me semble-t-il, quand nous étions en classe de première. Il y avait souvent ces sujets qui étaient donnés, où on citait Montesquieu, le livre, je crois que c'est Montesquieu, sauf erreur. Le livre est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des temps passés, quelque chose qui est tout à fait dans la lignée du XVIIe siècle. Mais en fait, on se rend compte qu'on demandait à des élèves de première du XXe siècle ou du XXIe siècle de commenter ces formules-là, et a priori, on ne s'en rendait pas compte à cette époque-là. Enfin, moi, je ne me rendais pas compte, en tout cas, qu'en fait, il s'agissait, de ce point de vue-là, d'une sorte de dénigrement du livre, et la conversation était considérée comme supérieure, en quelque sorte. Voilà, elle doit rager. C'est le mot aussi de Madame de Sévigné, lisant les essais de Montaigne, ça n'est pas un hasard. Oh, un ami, voilà. Voilà. Mais c'était une manière, en fait, de valoriser le livre par rapport à quelque chose qui était considéré, en fait, de fait, dans la société du temps, comme étant encore plus supérieur que ne l'est la littérature, à savoir la conversation avec les gens de qualité, qui est vraiment la chose, qui était considérée comme la chose la plus importante. Donc, voilà, je trouve que cette perspective des temps, du changement des valeurs me trouve tout à fait fondamental dans la façon dont tu as exposé le sujet. Je crois que ça permettra d'enrichir considérablement notre réflexion pour la suite du séminaire, notre réflexion pour le reste de notre cours de l'année. Encore merci, Jean-Marc. Merci.